À l'empressement de Mme Merkel pour accueillir des migrants s'ajoute ce matin celui de Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, qui dit que l'Europe doit en accueillir dès la semaine prochaine 160 000. Quelles sont les conséquences pour l'Europe? Quelles sont les conséquences pour la France aussi, qui doit normalement en accueillir 24 000 dans les prochains jours? Et sur les élections régionales, ça va évidemment peser. La classe politique est divisée sur ce sujet. Pour en parler ce matin avec nous, le député UDI de l'Eure et candidat justement à la région, à la grande région Normandie, eh bien Hervé Morin. Hervé Morin, bonjour. Tréhard, bonjour. D'accord avec Jean-Claude Juncker, dès la semaine prochaine, l'Europe doit accueillir 160 000 migrants, réfugiés, on va dire. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu de recul sur cette histoire-là? La première, c'est comment fait-on pour essayer d'arrêter le flux qui amène tous ces réfugiés à être candidats au départ? Comment alors? Et moi, je dis qu'il y a deux initiatives absolument majeures qu'il faut prendre. La première, il faut que la France saisisse le Conseil de sécurité des Nations Unies pour envisager une solution diplomatique et militaire à la crise qui frappe le Moyen-Orient, et notamment la Syrie. Deuxième élément, que nous pensions notamment à mettre en place une force d'interposition qui garantisse la sécurité des Syriens dans des zones qui seraient protégées par un cordon militaire fortement armé. Quelles zones? Des zones syriennes dans lesquelles, grosso modo, on pourrait dire aux populations, ça n'est pas la peine de penser au départ, mais plutôt de penser au retour. Parce que quand vous avez 4 millions de migrants potentiels ou réfugiés potentiels qui sont aujourd'hui en Turquie, en Jordanie ou au Liban, plus vous traînez dans l'approche d'une solution politique, plus ces personnes, au bout du compte, finiront par partir. Comment on intervient, vous dites, militairement? Force d'interposition. Je ne dis pas d'emmener des troupes et des colonnes pour aller combattre Daesh. Ah, il ne faut pas combattre. Je dis des forces d'interposition, comme on a fait au Sud-Liban, solidement armées, ayant la capacité de riposter au titre du chapitre 7 des Nations Unies, pour que nous soyons en mesure de dire au peuple syrien qui, aujourd'hui, désespère d'une solution politique, eh bien, voyez, nous commençons à travailler à d'abord la sécurisation de zones. Donc je comprends bien qu'on ne va pas combattre Daesh avec des fantassins sur place, on va créer des zones de sécurité. Des zones de sécurité pour permettre aux sur populations le territoire syrien notamment. Voilà. Et sur le territoire irakien éventuellement aussi. Et éventuellement sur le territoire irakien. D'accord, ok. Parce que bien entendu, bien sûr, la gesticulation de François Hollande qui consiste à envoyer quelques rafales ou quelques mirages au sud de la Syrie, c'est bien entendu inefficace. Ça n'est pas ça qui va à la fois permettre de lutter contre Daesh. J'observe que ça fait 2 ans que les Américains et les pays arabes le font. Et deuxièmement... Les pays arabes sont-ils suffisamment impliqués, justement? Alors, je termine. Sur les réfugiés, on doit aussi, à travers cette saisine du Conseil de sécurité, dire c'est la planète tout entière qui est concernée. Les pays asiatiques, les pays arabes, les États-Unis, le Canada... Tout le monde doit faire une partie de l'effort pour permettre... La Russie? Les Russies... Bon, la Russie, c'est un peu compliqué. L'Iran? Oui, pourquoi l'Iran aussi. De toute façon, on ne peut pas régler cette question sans, à un moment ou à un autre, mettre l'Iran dans le jeu. Et de toute façon, c'est ce qui est en train de se passer grâce à la résolution de la problématique du nucléaire. Donc, ce que je dis, c'est que la question des réfugiés, elle doit d'abord être abordée en se préoccupant de la situation sur place et par l'approche d'une solution politique et éventuellement militaire s'il le faut. Pour ceux qui ont déjà traversé la Méditerranée, pour ceux qui ont déjà traversé, je dis, il serait peut-être temps qu'on ait une uniformisation des conditions du droit d'asile en Europe. Je vous rappelle que c'est une décision européenne de mémoire de 1979. Vous savez que la même personne issue du même pays, s'il demande l'asile dans tel ou tel pays en Europe, il n'a pas le même régime. Le régime est radicalement différent. Donc ça peut être de quelques pourcents de probabilité à 70% si on est en Suède. Et deuxièmement, il faut que les Européens ne fassent pas peser sur les pays qui sont les primo-accueillants une charge trop lourde et qu'il y ait une solidarité européenne. Troisième élément, il faut dire aux pays d'Europe centrale et orientale qu'ils ont beaucoup bénéficié de la générosité et de la solidarité de l'ouest de l'Europe lors de leur intégration et lors de la chute du mur de Berlin, et que l'Europe, ce sont des droits
mais c'est aussi des devoirs et des responsabilités. Donc vous vous rangez plutôt du côté de Merkel que de celui du monsieur Orban? Je me range carrément, mais en même temps, je dis à Mme Merkel, ne confondons pas la situation de l'Allemagne avec la situation de la France. D'accord. Attendez, parce que l'Allemagne, elle sait, dans son contrat social, qu'il va lui falloir accueillir des centaines de milliers. Pour payer les retraites, pour la main-d'œuvre. Pour donner des bras pour sa natalité. À l'industrie, pour sa natalité, etc., etc. Nous, on a des déficits, on a un problème d'intégration et on a un chômage de masse. Donc on est sur une situation radicalement différente. Donc l'accueil. Mais on en accueille quand même. Qu'on en accueille. Je vais vous dire, je vais saisir mon conseil municipal demain, je l'ai saisi, pour aborder dans mon petit village cette question et savoir si nous accueillons une ou deux familles. D'après vous? Ben, écoutez, je suis intéressé de voir la réponse de mon conseil municipal est divisé là-dessus? Je ne suis pas si sûr que ça. D'accord. Qu'est-ce que vous dites aux maires qui disent, il y en a qui disent non, nous, c'est pas possible, M. Barouin notamment à Troyes, pas possible, et d'autres qui disent d'accord, mais uniquement des chrétiens? Qu'est-ce que vous répondez? Je dis, après, la situation est très différente d'une ville à l'autre, donc ça, je peux pas... je ne sais pas quelle est la situation de François Barouin dans sa ville, donc je ne vais pas l'aborder. Ce que je sais, c'est qu'un homme en grande souffrance, il n'y a pas de religion. D'accord. Cette histoire. Donc vous êtes plutôt hostile à ceux qui disent que des chrétiens. À cette idée. Vous, par exemple, les familles que vous pourriez... J'en accueillerai pas des dizaines. C'est un village. C'est un village. Hein. Mais vous ne regarderez pas leur situation ni professionnelle, ni religieuse, ni... Non, mais après, il faut qu'il y ait un vrai travail avec l'État pour que la famille que nous accueillons, parce que c'est de cet ordre-là, soit dans une situation lui permettant de vivre dans un village rural de Normandie. Qu'est-ce qu'on fait, Hervé Morin, avec tous ces migrants économiques aussi qui viennent sur notre continent et qui sont pour beaucoup d'entre eux refusés quand ils sont candidats au droit d'asile et qu'on a du mal à renvoyer chez eux? Qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est le retour. Alors le retour, comment on fait? Et le retour, on l'organise comment? On l'organise en mettant les moyens qui conviennent. Des charters à cela. Oui, s'il le faut, faisons. Je veux dire, moi, j'ai pas de souci. Je veux que nous ayons une vraie distinction entre les réfugiés liés à des situations de guerre et la migration économique sur laquelle on doit être intraitable. Et je n'ai aucun scrupule à dire que nous devrions regarder comment, sur le regroupement familial, les autres pays européens font pour que nous nous alignions éventuellement sur des solutions. On est trop généreux de ce point de vue? Probablement. Probablement. Ce matin, il y a une nouvelle qui est tombée, c'est un non-lieu général dans l'affaire Sarkozy sur l'histoire de ses pénalités, c'est-à-dire que c'est le parti qui a payé des pénalités sur son dépassement des comptes de campagne, alors que peut-être été à lui de le faire, mais finalement, non-lieu général, vous êtes plutôt content? Je suis content. Ça paraît normal pour vous? Oui, mais enfin, honnêtement, on ne peut pas dire que le monde judiciaire épargne beaucoup Nicolas Sarkozy. Hein. C'est toujours votre candidat pour la présidentielle? Écoutez, mon candidat pour la présidentielle, il sera déterminé après les primaires. Ça peut être vous? Non, je ne serai pas. Vous ne serez pas aux primaires? Non, non. D'accord. Bon, voilà. Il faut qu'il y ait un représentant de l'UDI aux primaires? Il faut surtout que nous ayons, une ouverture d'ores et déjà des discussions sur les conditions de l'organisation des primaires pour que nous soyons en mesure de décider si nous y participons ou non. Moi, je suis pour y participer et de loin. Et deuxièmement, après, il y aura la question de savoir qui on soutient. Est-ce qu'on soutient quelqu'un de chez nous au risque de faire perdre notre candidat, plutôt celui vers lequel on aimerait plutôt aller, ou est-ce qu'au contraire on soutient quelqu'un qui est issu des Républicains? Si vous êtes élu président du Conseil régional de Normandie, cette grande Normandie, puisque vous êtes en campagne actuellement. Les migrants, d'ailleurs, l'affaire des migrants va peser sur cette campagne, sans doute. Probablement. Probablement. Est-ce que vous laisserez votre mandat de député? J'ai dit que, je renonçais à ma vie parlementaire, et 2, que je renonçais à l'idée d'entrer au gouvernement en 2017 dans l'hypothèse si jamais on me le proposerait. Donc je veux... Vous savez, c'est un exercice passionnant que construire la gouvernance d'une nouvelle région. Moi, j'écris une feuille blanche. Je vais essayer de le faire à partir d'une ligne de fond qui est la renaissance de l'identité normande, non pas par nostalgie, mais pour en faire un facteur de développement, de croissance. Made in Normandie. Faire en sorte qu'on crée un écosystème régional. Montrer que c'est possible de faire des choses pour l'entreprise, qui est le seul moyen de créer de l'emploi. Et troisièmement, inventer et mettre en œuvre une vraie loi de décentralisation à l'échelle de la Normandie, puisque les 5 présidents de département sont de droite et du centre, pour faire en sorte que la gouvernance d'une région soit enfin une gouvernance économe de deniers publics.
Je trouve que c'est passionnant. Donc j'ai absolument aucune envie de faire autre chose. Eh bien c'est très clair, c'était le talk Le Figaro d'Hervé Morin qui nous a dit que la solution aux migrants, elle est sur place et qu'il faut créer, après avoir saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies, qu'il faut créer des zones pour retenir ces populations qui sont en danger sur place, avec la surveillance et la protection de forces internationales. Et puis, eh bien, si jamais il est élu président du Conseil régional de Normandie, il lâchera tout autre mandat pour se consacrer à la prospérité de sa région. Merci. Merci.